Alors, c'est l'heure de Christian Page, mesdames et messieurs. Mon cher Christian, comment vas-tu? Salut Bernard. Ça va bien? Ouais, ça va très bien. Bon, alors, des extraterrestres? Oui, je vais te parler des extraterrestres aujourd'hui. Est-ce que tu connais le nom de Enrico Fermi, ça te dit quelque chose? Ben, il y a le théorème de Fermi. C'est-tu lui? C'est-tu le même? Je sais pas, mais je sais qu'il y a le paradoxe de Fermi, et ça, c'est le même, ça. Donc, notre Enrico Fermi... C'était très élégant. Oui, c'était... T'aurais pu te foutre de ma gueule un peu plus. Vas-y, je t'écoute. Ce Enrico Fermi, écoute, c'est un physicien italien, naturalisé aux États-Unis, américain, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme plein de scientifiques de haut niveau, il avait travaillé au développement de la bombe atomique et tout ça. Et à un moment donné, on est dans les années 50, en début des années 50, faut savoir qu'il est décédé très jeune, au milieu des années 50. Ce Enrico Fermi, tout le monde parlait, il y avait cette explosion dans le domaine de l'astronomie, de l'astrophysique, et tout le monde disait, l'univers, il y a tellement d'étoiles, il doit y avoir tellement de planètes, que l'univers doit être surpeuplé de civilisations extraterrestres. Et Enrico Fermi avait dit, si l'univers est peuplé de civilisations extraterrestres, où sont-ils? Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? C'est une excellente question. Et c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Comment l'univers peut-il être aussi vaste, être aussi peuplé de civilisations extraterrestres ou de vie? Parce que les scientifiques se disent, voilà, la vie doit pulluler dans l'univers. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Et là, j'exclus les histoires d'ovnis, d'objets volants non identifiés, mais sur le plan de l'astrophysique, où sont-ils nos extraterrestres? Et la dernière découverte, en fait la dernière étude qui vient d'être publiée, elle n'est pas très encourageante. Il s'agit d'un article qui vient... je sais, je viens de péter ta balloune. Mais ça, écoute Bernard, il y a un petit espoir quand même. Il y a un petit espoir. C'est un article qui a été publié il y a quelques jours dans une revue d'une publication, un périodique scientifique australien qui s'appelle la Publication of the Astronomical Society of Australia. Et ils ont publié une recherche qui a été menée tout récemment par des chercheurs qui ont utilisé le radiotélescope de Murchison Whitefield. Il faut savoir que c'est un réseau d'antennes qui, en fait, on compte à peu près 4000 antennes qu'on va, sans les bouger, là, mais on peut orienter leurs récepteurs de manière à écouter certaines régions de l'espace. Et ces 4000 antennes sont situées dans le désert de l'Ouest australien, ce qu'on appelle le Outback. Donc, on a décidé, comme ça, on s'est dit, ben là, voilà, il y a des nouvelles découvertes qui se font dans le domaine de l'astrophysique. Depuis les années 60, on parle souvent du programme SETI, le Search for Extraterrestrial Intelligence, qui essaie de mobiliser de manière sporadique des antennes, des grands radiotélescopes à travers le monde pour écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux radio. Parce que ici, il faut bien le savoir, ce que l'on cherche, ce n'est pas tant la vie extraterrestre, parce que la vie extraterrestre, on le sait, elle doit pulluler dans l'univers. Même dans notre propre système solaire, il y a peut-être déjà eu de la vie sur Mars. Certains parlent qu'il pourrait y avoir de la vie dans des nuages de Vénus. Et on sait qu'il y a plusieurs bons candidats. On pense par exemple à des lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne qui sont couvertes de glace et dont on suppose qu'il pourrait y avoir en dessous de ces couches de glace, il pourrait y avoir des océans. Donc des conditions propices à l'apparition de vie. C'est pas la vie, c'est la vie intelligente qu'on voilà, cherche. Et là, on connaît bien les processus de la vie, comment la vie, elle apparaît. Ce qu'on connaît moins bien, parce que tu le comprendras, on n'a pas beaucoup d'exemples, c'est la vie intelligente. On sait qu'elle existe sur Terre, ou du moins on a la prétention de croire qu'elle existe. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on commence à avoir des doutes. rentre pas là-dedans. Mais donc, on sait que la vie intelligente est apparue sur Terre, mais elle est apparue à l'issue de toute une série de hasards et de conditions environnementales. À un moment donné, on a quitté il y avait des créatures, des hominidés qui vivaient dans des plaines. Ils ont dû se relever plus haut pour voir les prédateurs. Ils ont dû fabriquer des outils et tout ça a entraîné l'intelligence. Mais cette intelligence-là, elle a été conséquente de transformations dans l'environnement. Est-ce que de même transformations dans d'autres environnements entraînerait l'apparition de formes de vie intelligentes? On l'ignore. Donc oui, à la vie dans l'univers, la vie intelligente,
c'est plus incertain. Mais on aime croire qu'elle pourrait exister, et c'est pour ça donc que des programmes comme SETI depuis les années 60 écoutent l'univers en se disant qu'une civilisation qui aurait atteint un niveau de technologie assez avancé utiliserait sans doute un système de communication simple comme les ondes hertziennes, les ondes électromagnétiques, et ces ondes voyagent à travers le cosmos. Donc entendre des ondes radio artificielles prouverait qu'une civilisation a atteint ce niveau de technologie. Oui. Et avec les nouveaux télescopes, on parle là, beaucoup du James Webb qu'on vient de mettre en orbite. Le James Webb est équipé de systèmes qui permettra de regarder les exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour d'autres soleils que le nôtre, pour détecter dans leur atmosphère des, entre guillemets, des polluants, des gaz, par exemple, qui seraient dus à une industrialisation, ce qui prouverait donc une civilisation intelligente. D'accord. Et là, voilà que nos chercheurs australiens, ce qu'ils ont fait, donc il y a quelques semaines, ils ont tourné les 4000 antennes du Murchison Wide Field Radio Telescope. Ils les ont tournées pendant 2 nuits, donc sur une durée de 7 heures au total. Ils les ont tournés vers une zone au centre de notre galaxie qui s'appelle Sagittaire A. Il faut savoir que cette zone-là, elle est très il y a beaucoup d'étoiles. C'est très condensé d'étoiles. Et au centre de cette région, Sagittaire A, il y a une forte émanation d'un signal électromagnétique que les chercheurs croient être dû à un immense trou noir. Donc, tu comprends que si un trou noir, il attire la matière et au fil des millénaires, des milliards d'années, il a attiré un certain grand nombre d'étoiles, d'où la concentration d'étoiles. Et si tu cherches des gens, Bernard, t'as plus de chances de tomber sur quelqu'un en marchant sur le trottoir à Montréal qu'en marchant dans un champ au milieu de nulle part. Oui. Et c'est un peu ce que l'on a fait. On dit, on va tourner nos radiotélescopes vers cette zone où il y a énormément d'étoiles. Hein, pour te dire, dans cette région-là, on a observé au moins 144 exoplanètes, donc des planètes qui tournent autour de Soleil, et on compte uniquement en termes d'étoiles, donc de Soleil dans cette région-là, 3,3 millions d'étoiles. Okay. Donc, on se dit, il doit y avoir quelqu'un quelque part là-bas qui a un téléphone. On a tourné nos radiotélescopes pendant 7 heures. On a utilisé une longueur d'onde très grande de 155 MHz, beaucoup plus étendue que celle qu'utilisent généralement les chercheurs du programme SETI. Et on n'a rien entendu. Oh, c'est poche. On a entendu le bruissement de l'espace, du cosmos. Les étoiles parlent, elles échangent par leur explosion de gaz. Mais rien qui pourrait être artificiel, qui pourrait être ce qu'on appelle une technosignature. Ça ne veut pas dire que ces civilisations-là n'existent pas. Ouais. Il va falloir aller chercher ailleurs. Ou bien on cherche ailleurs, ou on n'a pas les bons outils pour les détecter. Moi, je me rappelle... Ou le trou noir a tout simplement tout absorbé, puis a comme broyé tout ce qu'il pouvait y avoir. Ou peut-être que la vie intelligente, elle est tellement rare, Bernard, qu'elle apparaît sporadiquement. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être eu dans l'univers proche de nous d'autres civilisations, mais elles se sont éteintes, comme nous, on va s'éteindre, et il y en aura d'autres qui vont nous succéder dans l'aventure de la vie. Christian, s'il te plaît. Oui. On ne va pas s'éteindre. Puisque grâce à Elon Musk et à d'autres, nous irons coloniser d'autres planètes et le voyage de l'humanité se poursuivra. Ouais, l'aventure de l'humanité se poursuit. Je viens de te dire, Bernard, à un moment donné, je parlais avec le scientifique Michio Kaku qui m'avait dit nos outils sont tellement primitifs qu'on est peut-être au milieu d'une communication interstellaire puis on s'en rend même pas compte. Ah, ben ça, c'est une bonne raison de continuer à progresser. Encourageant. Alors, tout n'est pas dit. Tout n'est pas terminé. Il y a encore de l'espoir, mesdames et messieurs. Christian Page. Ça me fait plaisir, Bernard. Salut, à jeudi prochain. À demain, tout le monde. À demain.